Bienvenue, aujourd'hui on se plonge dans le numéro d'octobre 2025 du magazine Première. On a tout un tas d'articles, des interviews, des critiques, bref, de quoi faire. Notre but, comme d'habitude, c'est un peu d'extraire la substantifique moelle, de voir ce qui bouge dans le cinéma en ce moment. Bon, alors, on décortique ça. Tout de suite, ce qui frappe, c'est l'édito de Gaël Golen, le titre, hein, Juste la fin du monde. Ça pose une ambiance quand même. Un peu, un peu lourde, non? On dirait que le magazine a senti une certaine inquiétude ambiante. Ah oui, c'est exactement ça. Cet édito, il fait un peu office de baromètre, quoi. Il montre bien comment le cinéma, consciemment ou pas, finit toujours par refléter un peu les angoisses de la société. D'ailleurs, il cite Paul Thomas Anderson, Chien 51 de Cédric Jiménez, qui imagine un futur bon pas hyper joyeux, l'historien Ivan Jablanka aussi, la situation de Jafar Panahi évidemment, et la conclusion, même si c'est dit avec une certaine retenue, c'est que le monde ne va pas très bien, c'est un euphémisme, hein, et le cinéma, il semble s'en faire l'écho, avec des films peut-être plus sombres, plus directs. Hmm. Et pourtant, la couverture, elle prend un pari assez audacieux, presque avec contre-courant, on dirait. C'est le grand retour du duo Jean Dujardin-Jean Kounen, 20 ans, 20 ans après 99 francs. Oui, 20 ans déjà, hein, le choc 99 francs. Et ils choisissent pas le projet le plus simple, hein. Ils veulent réinventer l'homme qui rétrécit, un classique de la SF des années 50. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Alors, classique, oui, mais c'était ce qu'on appelait de la série B à l'époque. Des films avec des budgets souvent plus limités, mais qui ont marqué l'imaginaire, ça c'est sûr. Et c'est là que le projet devient vraiment intéressant. L'article de Couve, il insiste beaucoup là-dessus, sur l'ambition folle de transformer ce film, culte, mais assez modeste à la base, en une super production française. Carrément. Une super production française, ouais. Et ça dit quelque chose sur une certaine volonté actuelle d'une partie du cinéma français. Une volonté de sortir un peu des sentiers battus, d'investir des genres plus spectaculaires, de voir les choses en grand, comme ils disent dans le mag. Oui, voir les choses en grand. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'article, il ne parle pas que d'effets spéciaux, hein. Il promet une prouesse technique, oui, mais au service d'une fable métaphysique et d'un pur récit d'aventure. C'est ça. L'idée, ça serait donc de faire du grand spectacle, mais avec du sens derrière. Qui nous interroge, quoi. Exactement. Mais alors, la question c'est comment est-ce que l'histoire d'un type qui devient tout petit, minuscule, peut encore nous parler aujourd'hui, avec nos problèmes actuels? Mais c'est la grande question, et c'est peut-être là que se trouve ce que l'édito appelle cette étrange lueur d'espoir que Kounen pourrait diffuser avec ce film. Une lueur d'espoir, avec un homme qui rétrécit? Oui, ça peut paraître paradoxal, mais comment un concept aussi fantastique peut porter de l'espoir? Peut-être que cette figure de l'homme qui perd sa place, littéralement, qui est complètement dépassé par l'échelle du monde autour de lui, c'est peut-être une métaphore assez juste finalement de notre propre sentiment d'impuissance face aux défis énormes écologiques, technologiques. Une sorte de miroir de notre petitesse face à des forces qui nous échappent. Voilà, c'est un peu ça. Et la façon dont ce personnage va se battre pour survivre, pour redéfinir sa vie dans ce nouveau paradigme, ça pourrait offrir une piste, une forme de résilience, une manière de penser notre propre adaptation. Je vois. L'espoir, il viendrait pas d'une solution miracle, mais plutôt de cette capacité à tenir bon, même quand tout semble perdu. Donc c'est sans doute plus profond qu'une simple évasion fantastique, oui. La physique, on passe à une toute autre forme de combat, beaucoup plus ancrée dans le réel et tragique aussi. Le magazine met en avant le cinéaste iranien Jafar Panahi et son film Un simple accident, qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Oui, et parler de Panahi, c'est immédiatement parler de résistance, c'est indissociable. Ce qui est vraiment frappant dans l'article, c'est cette force incroyable qu'il a de continuer à créer dans des conditions extrêmes. Il tourne clandestinement, hein. Il défie l'interdiction de filmer, la répression du régime iranien. C'est énorme. C'est incroyable. Le magazine décrit un simple accident comme un film choc sur les crimes de la dictature. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une œuvre complexe qui navigue entre le thriller, l'analyse politique et puis une réflexion sur l'image elle-même, son pouvoir, ses manipulations possibles. C'est vraiment la preuve que l'art peut naître et même trouver une force particulière dans la contrainte. C'est assez fou. D'ailleurs, l'article raconte que le point de départ du film, c'est un fait divers réel,
un accident de voiture que Panahi a vécu lui-même. Et ce qui est marquant, c'est que malgré tout ce qu'il subit, la pression, la prison, il garde, d'après Première, une espèce de lucidité, parfois même un humour noir. Oui, cette résilience. Le cinéma, pour lui, c'est plus que de l'art. C'est une arme de résistance, vraiment. Pour témoigner, pour questionner, oui, c'est bouleversant. Tout à fait. Bon, après cette confrontation très humaine, très politique, on change complètement d'univers, on bascule vers un autre type de face-à-face, l'humain face à la technologie. Avec le retour très attendu d'une franchise de SF culte, Tron. 15 ans après Tron, l'héritage, voilà Tron Ares. Et oui, retour sur la grille, cet univers numérique si particulier visuellement. L'intrigue de départ est assez alléchante, il faut dire. Ares, c'est un programme d'intelligence artificielle joué par Jared Leto, et il réussit à s'échapper du monde virtuel pour arriver dans notre réalité. Ah oui, Avec une mission mystérieuse, nous dit-on. Bon, évidemment, ça relance la question de fond de Tron, mais avec une acuité particulière aujourd'hui, avec les IA génératives, les métavers, tout ça. Où est la frontière entre virtuel et réel? qui contrôle qui? Surtout si une IA autonome débarque chez nous, comme tu dis. Exactement, c'est la grande question. Et comme toujours avec Tron, l'aspect visuel doit être primordial, j'imagine. Ah bah oui, L'article insiste sur un mélange d'effets pratiques, donc des vrais costumes, des vrais décors, pour garder un pied dans le réel, et puis des effets numériques de pointe. Il parle notamment de la technologie volume. Tu peux nous en dire un mot, c'est quoi exactement? oui, bien sûr. Le volume, en gros, ce sont ces immenses murs d'écran LED très haute définition qui entourent le plateau. Au lieu de tourner sur fond vert et d'ajouter le décor en post-prod, là on projette directement les environnements numériques sur ces murs. D'accord, et l'avantage? Il est double. D'abord, les acteurs y sont immergés dans le décor. Ça aide pour le jeu, c'est plus concret. Et surtout, le réalisateur, l'équipe technique, y voit le rendu presque final directement dans la caméra en temps réel. Ça change pas mal la façon de fabriquer ce genre de film. Ah oui, quand même. Donc le magazine suggère que le film mise beaucoup sur ce concept fort de l'IA qui passe dans le monde réel, avec une histoire peut-être assez simple, mais visuellement spectaculaire grâce à ses outils. Bon, après les grosses machines comme Tron ou L'homme qui rétrécit, Première s'intéresse aussi aux talents, aux acteurs, aux actrices, que ce soit des nouveaux visages ou des parcours un peu plus singuliers. Il y a 2 portraits notamment, Salif Cissé et Imogen Poots. Tout à fait. Salif Cissé, on l'avait beaucoup remarqué dans À l'abordage, l'article parle de son temps grave, regard doux, présence de dingue. Il y a quelque chose d'intense et de doux en même temps dans son jeu. C'est assez unique. Hmm. On va le revoir bientôt dans Le Répondeur et Météore. Clairement, c'est un acteur à suivre de près. Et à côté, Imogen Poots. Elle, on la connaît peut-être un peu mieux. C'est une actrice britannique avec une filmo déjà assez riche et plutôt exigeante. Oui, elle a un parcours intéressant. L'article note qu'elle semble un peu éviter les très grosses franchises, genre Marvel, pour se concentrer sur un cinéma d'auteur, souvent international. Là, on la voit dans une comédie romantique, All of You, mais aussi dans le premier film réalisé par Kristen Stewart, The Chronology of Water. Ça, c'est très attendu. Ah oui, ça intrigue beaucoup. Et le portrait souligne son choix de rôle féminin complexe qui sort un peu des sentiers battus. C'est une démarche assez cohérente finalement. Oui, elle trace sa route. Alors, un autre sujet qui m'a un peu surprise dans ce numéro, c'est cette espèce de retour en grâce de Marcel Pagnol. On le voit partout en ce moment, expo, théâtre, réédition. C'est juste un coup de nostalgie pour la Provence, le soleil, les cigales ou il y a autre chose? Ah, c'est bien plus que ça. C'est pas juste la carte postale, quoi. Le phénomène est bien réel, hein. Il y a une grosse exposition à Paris, des adaptations au théâtre, une rétrospective complète de ces films, restaurés, qui sortent en Blu-ray. Et même, figure-toi, un film d'animation de Sylvain Chaumet, le réalisateur des Triplettes de Belleville, qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol. Ah oui, quand même. Donc c'est un vrai mouvement. Et ce que l'article met en avant, et c'est ça le plus intéressant, je trouve, c'est qu'on est en train de redécouvrir, derrière l'image un peu figée du Pagnol folklorique, des aspects plus sombres, des trames intimes et une modernité trop longtemps ignorée, dit l'article. Une modernité chez Pagnol? Oui, on commence à le voir moins comme le chantre d'une région et plus comme un auteur, un cinéaste avec une vraie finesse psychologique, qui parlait de son temps, de la société, avec une acuité qu'on réévalue seulement maintenant. C'est fou de voir comment le regard sur un auteur peut changer avec le temps. Bon, changement de registre au complet, plus confidentiel là. La rubrique Coin culte signale la ressortie en Blu-ray de Bellflower. C'est un film de 2011. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, non? Ah oui, Bellflower,
C'est un vrai ovni. Un objet filmique non identifié. L'article le résume bien. C'est un mélange très étrange et détonnant entre une esthétique post-apocalyptique très do-it-yourself, très bricolée, un peu à la Mad Max 2, tu vois, Oui, oui. et en même temps une histoire d'amour hyper toxique mélangée à une amitié masculine très, très exacerbée, avec des lance-flammes fait maison. Des lance-flammes. D'accord. Oui, oui. Et c'est aussi l'histoire d'un réalisateur, Evan Glodel, qui est resté assez énigmatique depuis. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Et le magazine pose la question qui fâche un peu. Est-ce que ce film, qui était très ancré dans l'esthétique et l'humeur du début des années 2010, est-ce qu'il tient encore la route aujourd'hui? Ah, c'est le risque avec les films cultes instantanés, j'imagine. Exactement. Le temps est parfois cruel. Allez, on termine ce tour d'horizon avec un petit saut dans le monde du streaming, avec une série au titre, comment dire, qui interpelle. K-pop Demon Hunters. Sur Netflix. Oui, le mélange est pour le moins audacieux, faut le reconnaître. C'est l'exemple parfait de ce que l'article appelle un projet transgenre, qui fusionne des univers qui n'ont a priori rien à voir. La K-pop et les chasseurs de démons. Exactement. Le phénomène mondial de la K-pop, avec tout son glamour, son énergie, etc. Et de l'autre côté, le genre très codifié de la chasse aux démons, un peu à la Buffy. On imagine les chorégraphies pour les exorcismes. Ça doit être quelque chose. Presque. Mais si on prend un peu de hauteur, c'est très révélateur de la stratégie des plateformes comme Netflix. Après le carton mondial de Squid Game, par exemple, elles cherchent tout le temps à créer des contenus hybrides, mélanger les genres, les cultures, pour essayer de séduire des niches de spectateurs très précises, mais qui sont présents un peu partout dans le monde. Ah oui, toucher des publics très ciblés, mais à l'échelle globale. C'est ça. L'article parle d'ailleurs de la compétition féroce, des budgets énormes qui sont engagés pour essayer de trouver la prochaine série qui va faire le buzz mondial. Et K-pop Demon Hunters, c'est une tentative dans ce sens-là. Voilà. On verra bien si ça prend ou pas. C'est toujours un pari. Bon, eh bien, on a fait un sacré tour. Une super production française qui mêle spectacle et métaphysique. La résistance par le cinéma face à l'oppression. Le retour d'une saga SF culte qui nous questionne sur le virtuel. Des acteurs qui creusent leur sillon, la relecture d'un classique comme Pagnol. Un film indépendant complètement fou et les expérimentations du streaming. C'est riche. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? C'est vrai que c'est très varié, mais si on essaye de trouver un fil rouge, ce qui est frappant, c'est cette tension permanente qu'on ressent. D'un côté, comme le disait l'édito, il y a une conscience très claire des difficultés actuelles. Une certaine noirceur qui affleure, ce fameux « le monde ne va pas très bien ». Et puis de l'autre côté, une énergie créatrice qui est indéniable, qui s'exprime de plein de façons différentes. Hmm. Que ce soit l'ambition de Kounen et du Jardin, qui cherche l'espoir dans l'imaginaire, que ce soit la force de Panahi, qui fait de l'art un acte de résistance, ou la redécouverte de la profondeur chez Pagnol, l'inventivité visuelle de Tron, même l'énergie un peu brute, un peu bizarre de Bellflower. Donc, même si le constat de départ est un peu sombre, le cinéma, lui, continue de chercher, de créer, d'explorer. C'est ça l'idée? Exactement. C'est peut-être ça la leçon principale de ce numéro. Le cinéma, ça reste ce miroir complexe de nos sociétés. Il reflète nos peurs, nos angoisses, oui, mais il est aussi, et peut-être surtout, un formidable laboratoire d'histoire, de forme, de regard. Il continue, envers et contre tout, de raconter le monde. Et parfois, oui, dans un éclair, il arrive à l'illuminer un peu. Si différentes du blockbuster existentiel à la série K-pop survoltée en passant par le drame politique ou la comédie d'auteur, laquelle de ces œuvres va réussir le mieux à capter quelque chose de l'esprit si complexe de notre époque? Ou alors, plus simplement peut-être, laquelle va nous offrir l'évasion ou la réflexion dont on a le plus besoin là, maintenant? Bonne question. La réponse, elle est sans doute quelque part entre l'obscurité de la salle de cinéma et la lumière de l'écran.